Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Mon nom, c'est Isabelle Renaud. Je suis responsable de la formation à l'AFPC Québec. Alors, aujourd'hui, on a un webinaire très intéressant et c'est le fun dans nos formules webinaires parce que justement, on peut s'éloigner un petit peu de notre, comme de la gestion de la quotidienneté de nos affaires syndicales. Hein, ça fait du bien pour réfléchir à des sujets qu'on porte aussi quand même syndicalement avec nos valeurs. Vous savez, à la FPC, ça fait longtemps qu'on a une campagne qui s'intitule Travailler pour défendre nos services publics, hein, des services publics de qualité. Donc, la conférence qu'on va avoir aujourd'hui, bien, ça s'inscrit tellement bien dans cette campagne-là. Puis, on a la chance d'avoir Anne Plourde avec nous qui vient de rédiger un livre qui s'appelle Le capitalisme, c'est mauvais pour la santé. Et je vais lui permettre, quand je vais avoir terminé mes petits rappels, mes petites consignes, de se présenter davantage pour que vous la connaissiez mieux. Alors, on commence à être habitué d'interagir sur les plateformes depuis le début de la pandémie. Fait que je ne ferai pas un cours Zoom. Je pense que vous êtes habitué maintenant de fonctionner. Juste vous rappeler que je ne sais pas, Anne, si tu préfères qu'on pose des questions au fur et à mesure ou tu veux-tu vraiment qu'on dédie une période à la fin pour les questions? T'aimes-tu mieux ça? Ben, si c'est des questions de discussion, je propose qu'on attende à la fin, mais s'il y a des enjeux de compréhension, là, je vous inviterai à les poser au fur et à mesure pour être sûr de ne pas perdre personne en chemin. Là. Ça, je pense que c'est mieux d'y aller au fur et à mesure. On va faire ça comme ça. Puis quand on gardera notre espace plus de discussion à la fin, bien moi, je vais mettre un terme à l'enregistrement. Ça soit vraiment juste un espace pour nous qui nous appartient. Puis vous pourrez poser toutes les questions que vous avez suite à la présentation de Anne. Aussi, on a depuis le début 2021, dans toute l'aspect vérité-réconciliation, c'est important pour nous de reconnaître que moi, je suis à Terrebonne et je suis sur le territoire non cédé de la nation Abénaki, qui est un territoire qui était vraiment propice aux échanges, aux rassemblements. J'aime toujours ça faire un lien avec la formation qu'on donne. Hein. Puis je nous rappelle que, je pense qu'on va le voir là, dans la présentation de Anne, on n'est pas tous égaux hein, devant le système de santé. Puis il y en a qui sont encore moins que d'autres. Puis je pense que tout ce qui s'est passé avec Joyce et Chacoan vient nous donner un exemple malheureux. Qu'il y en a qui sont encore moins bien traités que d'autres dans le système de santé. Fait que ça nous aide aussi à garder en tête de rester sensible à ça, puis de couvrir nos angles morts aussi. Quand on fait notre militance syndicale, mais aussi en tant que citoyenne, évidemment. On est dans une activité de l'AFPC, fait qu'il n'y a aucune forme de harcèlement qui est tolérée, mais ça ne m'inquiète pas vraiment pour le midi. Et puis, je vous l'avais mentionné un petit peu tantôt, mais j'ai mis dans l'espace de clavardage notre chaîne YouTube parce que le webinaire d'aujourd'hui va se retrouver sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à le partager, réseaux sociaux, dans vos sections locales. C'est vraiment du matériel fort intéressants qui peuvent des fois vous aider dans l'animation de soirée, mais aussi dans des extraits que vous pouvez passer dans vos assemblées générales et tout ça. Fait qu'on essaie de vous mettre en contact avec des gens fort inspirants comme on va le faire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour le petit moment que vous m'avez écouté. Et là, sans plus tarder, je vais céder la parole à Anne qui va pouvoir vous parler, vous faire la conférence et puis répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci Anne d'avoir accepté notre invitation. Et puis, voilà, je te cède la parole. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup pour cette invitation-là. C'est vraiment une belle invitation, là. En fait, je trouve ça particulièrement intéressant d'avoir vraiment le temps de présenter mon livre en profondeur, parce que souvent, dans ce genre dans les webinaires, très souvent, on a 10-15 minutes pour présenter nos idées, puis ça ne laisse pas beaucoup de temps pour entrer dans la complexité des choses. Donc, je suis vraiment contente d'avoir une belle grosseur là, aujourd'hui pour vous parler de mon livre. Je vais me présenter peut-être pour commencer. Moi, je suis chercheuse postdoctorale à l'Institut de recherche et d'information socio-économique et à l'Université York.
Comme Isabelle l'a dit, j'ai écrit un livre récemment qui s'appelle Le capitalisme, c'est mauvais pour la santé. Ce livre-là, il faut savoir que c'est dans le fond la version grand public de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue il y a déjà 2 ou 3 ans. C'est un livre qui porte principalement sur l'histoire du système de santé québécois. Donc, c'est un peu cette histoire-là que je vais vous présenter aujourd'hui, mais en lien avec, parce que comme le titre le dit, là, moi, j'ai une perspective qui réfléchit au lien entre le capitalisme et la santé. Puis, on va s'attarder, entre autres, au rôle des classes sociales dans notre société, dans l'histoire de notre réseau de la santé et des services sociaux. Très souvent, quand on s'intéresse à l'histoire de notre système de santé, on a tendance à s'intéresser surtout aux acteurs à l'intérieur du réseau. Donc, ça a été quoi le rôle des médecins, le rôle des syndicats, justement, le rôle du ministère de la Santé. Donc, on s'intéresse beaucoup aux acteurs internes au réseau. Mais moi, ce que j'ai essayé de faire dans ma thèse puis dans le livre que j'ai publié récemment, c'est de m'intéresser aux grands acteurs de la société, donc les classes sociales qui structurent la société, qui structurent les grandes forces dans la société, puis qui ont un impact évidemment aussi sur l'histoire du réseau de la santé. Donc, c'est là-dessus que je vais m'attarder. Mais comme le disait Isabelle, c'est aussi important là, de connaître nos limites, puis je ne prétends pas que cette analyse-là offre toutes les réponses sur l'histoire du réseau. Il y a d'autres facteurs qui ont joué dans l'histoire du réseau de la santé, notamment les médecins ont joué un rôle très important. Je n'aborderai pas vraiment ce rôle-là aujourd'hui, mais si jamais vous avez des questions là-dessus, on pourra y revenir à la fin. Et il y a aussi certainement les rapports entre les hommes et les femmes qui ont joué un rôle important dans notre réseau. Il y a aussi les rapports raciaux qui ont joué un rôle, les rapports sociaux raciaux. Donc, et notamment, on sait le racisme systémique a certainement eu un impact aussi sur notre système de santé. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous invite à lire un livre extraordinaire, mais un livre coup de poing qui est paru aussi assez récemment. C'est un livre de Samir Sahin Hussein qui s'intitule « Plus aucun enfant arraché ». Et c'est un livre qui parle du rôle des médecins et des systèmes de santé dans le colonialisme et dans le génocide autochtone, en fait. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un complément à ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une possibilité là, d'aller voir ce livre-là. Donc, je vais vous présenter un PowerPoint. Je vais partager avec vous un PowerPoint pour avoir question d'avoir un support visuel là, pour la présentation. Ce ne sera pas très long. Pendant que tu fais la présentation, je vous ai mis dans l'espace de clavardage la référence du livre que Anne nous propose, leslibraires.ca. Donc, parfait, merci beaucoup Isabelle. Super. C'est un beau travail d'équipe. Oui, puis je l'ai aussi mis ta présentation directement dans l'espace de clavardage pour celles qui voudront la regarder après. Parfait. Donc, c'est ça, comme je l'ai dit, on va voir l'histoire de notre système de santé au Québec. Ah, j'essaie de... OK, bon. Le contenu de la présentation, ça va être en 5 grandes parties. La première partie, ça va être un petit peu plus théorique parce que je pense qu'il y a des éléments de base qu'il faut présenter avant de vraiment présenter l'histoire du réseau. Je pense que c'est important de savoir de quoi on parle quand on parle des classes sociales, puis c'est quoi le lien entre ces classes sociales-là et la santé. Donc, on va regarder ça rapidement. Puis ensuite, en gros, les 4 parties suivantes, ça présente l'histoire du réseau en 4 tranches différentes, si on veut. Donc, la préhistoire du réseau avant les années 60, la création du réseau public qui se fait dans les années 60-70. Ensuite, ce que j'ai appelé la contre-offensive capitaliste, donc la remise en question de ces gains-là des années 60 et 70 pendant les années 70-80, cette contre-offensive-là capitaliste va provoquer un virage néolibéral à partir du début des années 80 et une série de réformes néolibérales qui vont avoir un impact majeur sur nos services de santé au Québec.
Donc, on va commencer avec quelques notions de base sur les classes sociales. Évidemment que dans le capitalisme, là, il n'y a pas juste deux classes sociales, il y a plusieurs classes sociales, mais on va s'intéresser surtout à ces deux classes sociales-là, la classe des capitalistes et la classe des travailleuses et des travailleurs. Là, je vais féminiser travailleuse comme je l'ai fait dans mon livre pour éviter d'avoir à répéter toujours travailleuses et travailleurs. Puis de toute façon, quand on parle du système de santé, on parle très majoritairement de femmes. Donc, pour simplifier la présentation, je vais féminiser quand il va être question de travailleuses. Donc, on va s'intéresser surtout à ces deux classes sociales-là parce que ce sont elles qui sont le plus importantes pour structurer notre société. Donc, ce sont ces deux classes-là qui ont le plus d'impact sur l'évolution de nos sociétés. Mais il y a aussi les classes moyennes, là, plus ou moins, dont il y a des classes intermédiaires, disons, qui existent, qui tombent ni tout à fait dans l'une, ni tout à fait dans l'autre, mais disons que pour l'instant. Puis d'ailleurs, les médecins peuvent être considérés justement comme une de ces classes intermédiaires-là, mais on va les laisser de côté pour simplifier la présentation. Donc, c'est qui les capitalistes? Ce sont essentiellement les gens d'affaires, les patrons, les propriétaires, les dirigeants des grandes entreprises, des banques. Ces gens-là possèdent ou contrôlent les grands leviers de l'économie. C'est en quelque sorte c'est une petite minorité. Hein. Ces gens-là, on parle souvent du 1% pour les désigner. Donc, c'est une petite minorité d'acteurs qui sont très, très puissants parce qu'ils détiennent un énorme pouvoir économique, justement parce que ce sont eux qui possèdent et qui contrôlent les grands leviers de l'économie. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ce sont ces gens-là, les patrons d'entreprise, les dirigeants d'entreprise, qui prennent les grandes décisions dans notre société sur qu'est-ce qu'on produit, dans quoi on investit, comment on distribue les biens et les services. Donc, ces gens-là ont un très grand pouvoir sur la société. Et au Québec, ils sont représentés par des organisations comme les fédérations des chambres de commerce, le Conseil du patronat, l'Association des manufacturiers canadiens, donc ce genre d'acteurs-là. Du côté de la classe des travailleuses, la classe des travailleuses est composée essentiellement de toutes les personnes qui ne possèdent pas un capital suffisant pour vivre de ce capital-là. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas une fortune assez grande pour pouvoir dire moi, je choisis de ne pas travailler et je vais vivre avec mes économies pour le reste de mes jours. Donc, comme vous le voyez, ça désigne essentiellement la totalité de la population, à l'exception des capitalistes, ou presque. Donc, il y a des petites nuances, mais la plupart des gens vont faire partie de cette classe-là, des travailleuses et des travailleurs. Donc, ce sont des gens qui, parce qu'ils n'ont pas une fortune suffisante pour vivre sur la base de cette fortune-là, vont être forcés de travailler pour des patrons. Donc, vont être forcés de travailler pour les capitalistes, au profit des capitalistes. Et pour cette raison-là, vont considérer que ces travailleuses-là sont exploitées par la classe capitaliste parce qu'ils sont forcés de travailler pour les patrons et qui sont dépossédés d'une certaine manière de moyens autonomes de subsistance. Il y a eu d'autres organisations sociales où ce n'était pas le cas, mais là, ici, il y a les travailleuses sont dépossédées de leurs moyens de subsistance. Les organisations qui représentent cette classe-là dans nos sociétés, c'est le mouvement syndical, le mouvement communautaire, le mouvement populaire. Donc, en gros, là, et il y a des partis politiques aussi qui représentent ces deux classes sociales-là. On peut assez bien dire que la plupart des partis politiques au Québec vont représenter la classe capitaliste, ou on peut dire ça du Parti libéral et de la CAQ, certainement. On peut dire que Québec solidaire va représenter la classe des travailleuses jusqu'à un certain point. Le Parti québécois, c'est plus ambigu selon, si on se fie aux discours ou aux actions qui ont mis en œuvre en étant au pouvoir. Donc, c'est ça. Ces deux classes-là vont être représentées par différents types d'organisations. Donc, ces classes sociales-là ont aussi des intérêts très différents quand il s'agit de santé.
Donc, on a vu à la diapo précédente que les capitalistes et les travailleurs ont des intérêts en quelque sorte qui sont opposés, ces deux classes qui sont opposées, et leurs intérêts vont aussi être à peu près inverses en ce qui concerne la santé. L'intérêt fondamental des capitalistes, c'est de préserver le système capitaliste dans lequel on vit parce que eux profitent de ce système-là. Leur position sociale privilégiée, leur plus grand pouvoir est fondé dans le système capitaliste. Donc, eux ont intérêt à préserver ce système-là. Donc, pour cette raison-là, ils vont aussi avoir intérêt à dépolitiser la santé. Là, qu'est-ce que je veux dire quand je dis dépolitiser la santé? Il faut savoir en fait que la santé, ça ne dépend pas juste de la biologie, des virus, des bactéries, ça dépend beaucoup des conditions sociales dans lesquelles on vit. Ça dépend de nos conditions de vie, ça dépend de nos conditions de travail, ce qui va faire qu'on va être malade ou qu'on va être en bonne santé. Bien, nos conditions de vie, nos conditions de travail vont avoir un impact important là-dessus. Si on vit dans la pauvreté, si on vit dans des logements insalubres, si on est dans une société où il y a des grandes inégalités sociales, tout ça, ça va avoir des impacts très négatifs sur la santé. Et on sait qu'il y a des grandes inégalités de santé d'ailleurs entre les plus riches et les plus pauvres qui vont avoir un état de santé généralement très bon pour les plus riches et généralement beaucoup moins bon pour les plus pauvres. Donc, il y a des causes sociales, il y a des causes politiques à la maladie. Et ces causes-là sont évidemment en lien avec le système capitaliste. Hein? Le système capitaliste, c'est lui qui génère des conditions de vie qui sont mauvaises pour la santé, c'est lui qui génère des inégalités sociales, c'est lui qui génère des conditions de vie, la pollution par les grandes entreprises, les inégalités sociales. Donc, les capitalistes vont avoir intérêt à masquer ces causes sociales-là de la maladie. Les capitalistes vont aussi ont aussi intérêt à avoir des travailleuses qui sont en bonne santé, mais ils n'ont pas envie de payer pour ça. Donc, ils n'ont pas envie de payer pour garder les travailleuses en santé, mais ils veulent bien que ils ont besoin de travailleuses en santé. Les capitalistes ont aussi intérêt à profiter du marché de la maladie parce que, et c'est de plus en plus vrai, là, plus on avance dans les développements technologiques et de l'industrie pharmaceutique, plus il y a un marché énorme qui se développe aussi au niveau de la santé. Donc, ils ont intérêt à ce que ce soit les secteurs les plus lucratifs de ce marché-là qui se développent. Là, on parle, par exemple, de l'industrie pharmaceutique, des technologies biomédicales, toutes les grosses machines de la médecine ultra spécialisée. Les capitalistes ont intérêt à ce que ces segments-là se développent beaucoup parce qu'il y a énormément de profits à faire dans ces secteurs-là. Et finalement, les capitalistes ont aussi intérêt à limiter le contrôle des travailleuses sur les services publics en général et sur les services de santé en particulier. Les capitalistes qui vont préférer, ce sont des services de santé qui sont contrôlés par des gestionnaires privés, donc qui sont contrôlés par les entreprises carrément ou par les patrons d'entreprises. Ça a déjà existé et ça existe ailleurs aussi. Par exemple, aux États-Unis, les hôpitaux, ce sont des entreprises privées détenues par des capitalistes, des entrepreneurs qui vont eux-mêmes contrôler, gérer les hôpitaux en fonction de leurs profits. Ça, c'est la version préférée des capitalistes. La pire pour eux, ce sont des services publics qui sont contrôlés démocratiquement par les citoyennes et les citoyens. On va voir des exemples de ça tantôt, mais disons que plutôt que d'avoir ça, les capitalistes vont préférer avoir s'ils sont forcés d'avoir des services publics, un système de santé public, ils vont préférer que les services de santé soient gérés par des gestionnaires professionnels formés dans les mêmes écoles de gestion que les gestionnaires du secteur privé, donc des gestionnaires qui vont appliquer les mêmes méthodes de gestion dans le secteur public que les méthodes de gestion qui sont appliquées dans le secteur privé. Les intérêts des travailleurs et travailleuses en santé, bien, c'est à peu près exactement l'inverse, c'est-à-dire que fondamentalement, les travailleuses ont évidemment intérêt à se débarrasser d'un système social qui fonde leur exploitation. Ils ont aussi intérêt à repolitiser la santé, donc à rendre visible le fait que derrière les causes biologiques, les causes plus individuelles de la maladie et de la santé, il y a aussi des causes sociopolitiques importantes et ils ont intérêt à ce qu'on agisse sur ces causes-là. Donc, ils ont intérêt à ce qu'on transforme la société
à ce qu'on diminue les inégalités sociales, à ce qu'on diminue la pauvreté, à ce qu'on donne accès à des aliments de qualité à tout le monde pour combattre la maladie. Donc, ils ont intérêt à agir en prévention. Les travailleuses et les travailleurs ont aussi intérêt à réaliser ce qu'on appelle le droit à la santé, c'est-à-dire un accès gratuit à des services complets de qualité. Ils ont intérêt à démarchandiser les services de santé plutôt qu'à développer le marché de la maladie parce qu'évidemment que la marchandisation des services de santé, ça pose des problèmes importants d'accès aux services. Si on doit payer pour avoir accès aux services, bien, ça pose des problèmes d'accès importants. Puis on va le voir d'ailleurs dans l'histoire du réseau québécois. On n'a pas toujours eu des services publics là, au Québec en santé. Ils ont intérêt à ce qu'on réponde aux besoins de base de la population. Ça veut dire plutôt que de développer prioritairement les marchés les plus lucratifs des médicaments, de l'industrie des technologies biomédicales, ils ont avant tout intérêt, les travailleuses, à ce qu'on ait des services publics de première ligne, des services courants accessibles. Donc, c'est quoi ça, les services courants? C'est des services de prévention d'abord, mais c'est aussi tous les services auxquels on devrait avoir accès dans des cliniques de proximité. Donc, la médecine familiale, le travail social, les services de prévention donnés par les infirmières, par les psychologues. Donc, tous les services courants qui peuvent être donnés sans qu'on ait recours à une grande machinerie sophistiquée et très coûteuse, sans qu'on ait besoin d'avoir recours aussi à des médicaments parce qu'on veut agir en prévention. Et finalement, les travailleuses ont évidemment intérêt à ce qu'on démocratise la gestion des services publics parce que, évidemment, que les travailleuses ont aussi intérêt à avoir un contrôle sur les services publics. Ça nous amène à deux conceptions de la santé qui sont radicalement opposées aussi. D'un côté, on a la conception capitaliste de la santé, qui est ce que j'ai appelé la conception capitaliste de la santé, en fait, qui correspond en gros à la conception prédominante dans nos sociétés. Donc, c'est la conception la plus familière de la santé qu'on a, c'est celle dont on entend le plus parler dans les discours politiques, dans les téléromans, dans l'imaginaire collectif. C'est cette conception-là de la santé qui est le plus répandue. Donc, cette conception-là de la santé nous dit que la santé, c'est principalement une responsabilité individuelle. Donc, si on est malade, c'est parce qu'on a fait des mauvais choix individuellement, c'est parce qu'on ne prend pas soin de notre santé. Les causes de la maladie sont donc avant tout biologiques, donc les vaccins, les virus, les bactéries, la génétique, et sont aussi individuelles et liées à des choix individuels de mauvaises ou de bonnes habitudes de vie. Donc, dans cette perspective-là, les solutions aux problèmes de santé, ce sont essentiellement la médecine, parce que puisque les causes sont biologiques, on a besoin avant tout des médicaments, des médecins, des technologies, et on a besoin d'inculquer aux individus d'avoir des bonnes habitudes de vie. Et si les gens n'ont pas des bonnes habitudes de vie, c'est leur faute s'ils sont malades. Et donc ça, on voit que c'est une approche qui est essentiellement individualiste et qui est aussi curative. Ça, ce que ça veut dire, c'est que dans notre société, on a tendance à prioriser les soins après qu'on soit tombé malade. Le curatif, c'est on soigne quand on est malade. D'ailleurs, l'essentiel de nos ressources qui sont investies en santé et services sociaux sont investies dans le curatif, dans soigner après qu'on est malade, donc dans les hôpitaux, dans les médecins et dans les médicaments. Et évidemment que cette conception de la santé-là va dire que c'est la privatisation et la marchandisation des services de santé qui est la plus efficace. On veut un rôle résiduel pour l'État, donc l'État ne doit intervenir qu'au minimum pour, par exemple, soutenir la recherche en médecine pour justement favoriser le développement de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie des technologies biomédicales. Et en gros, bref, la santé, c'est essentiellement un enjeu qui est individuel et qui est technique et auquel on peut répondre si on est un expert et une experte, donc un médecin. La conception populaire de la santé, elle, c'est une conception de la santé qui est plutôt marginalisée dans notre société. C'est une conception dont on entend moins parler,
qui est issu des mouvements syndicaux, des mouvements populaires, des mouvements féministes, qui est porté aussi par la santé publique. Souvent, dans nos sociétés, la santé publique va avoir un peu plus tendance à se rapprocher de cette conception de la santé-là. D'ailleurs, la santé publique, c'est le secteur qui est un des secteurs qui est le moins bien financé dans notre société. Dans cette conception-là de la santé, on va considérer que la santé, c'est un droit social fondamental. Donc, ce n'est pas une responsabilité individuelle, c'est un droit social. On va considérer que les causes de la maladie sont avant tout sociales et politiques. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ce sont les conditions de vie, les conditions de travail, les inégalités sociales, les rapports de pouvoir qui sont le plus importants pour comprendre l'état de santé des populations. Et ça, en fait, c'est bien connu aujourd'hui. Là, justement, les expertes et les experts de la santé publique, c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent que 70% des facteurs qui influent sur notre santé, ce sont avant tout des causes sociales de la maladie. Le système de santé, lui, il va compter pour 20% à peu près dans l'état de santé des populations. Puis les facteurs biologiques, le plus strictement biologiques, ça compte pour 10% seulement. Donc, on voit que ça ne correspond pas au discours dominant qu'on entend habituellement. Donc, si les causes de la maladie sont avant tout sociales et politiques, bien, les solutions vont aussi être sociales et politiques. Ça va être de transformer la société, de transformer les conditions de vie, les conditions de travail pour prévenir la maladie, pour favoriser des conditions de vie, des conditions de travail bonnes pour la santé. Donc, c'est une approche qui est préventive, qui est sociale et qui est globale. Dans cette perspective-là, ça va de soi qu'on va plutôt prôner une socialisation des services de santé plutôt qu'une privatisation, puisque la santé, c'est un droit social et que c'est une responsabilité sociale. Et l'État va être appelé à jouer un rôle central dans cette conception-là de la santé, qui, globalement, là, on pourrait dire que cette conception populaire-là de la santé, dans cette conception-là, la santé, c'est essentiellement un enjeu qui est social et politique. Donc, ça fait le tour là, pour ce qui est de l'aspect peut-être un petit peu plus théorique là, que j'avais à vous présenter. Je ne sais pas s'il y a des problèmes de compréhension jusqu'à maintenant ou si c'est clair pour tout le monde. Ça va bien? Parfait. Donc, on va maintenant commencer à voir ce que j'ai appelé la préhistoire de notre réseau de la santé et des services sociaux. Donc, avant qu'on ait un réseau public de santé au Québec, à quoi ça ressemblait les services de santé. Mais pour comprendre à quoi ça ressemblait nos services de santé au Québec, il faut comprendre c'était quoi l'état des forces sociales au Québec avant les années 60. Bien, d'abord, il faut comprendre que partout dans le monde occidental, pas juste au Québec, il y a la construction d'un rapport de force favorable aux travailleuses à partir de la Seconde Guerre mondiale. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a toutes sortes de choses qui sont mises en place. Puis là, je ne peux pas entrer dans les détails, les causes de la construction de ce rapport de force favorable-là. C'est expliqué dans mon livre, mais ici, je n'aurai pas le temps d'entrer là-dedans. Mais il y a toutes sortes de choses qui sont mises en place qui vont avoir pour effet de renforcer les travailleuses dans leur revendications face à l'État et face au capitalisme. Et ça se passe un peu partout dans le monde occidental suite à la Seconde Guerre mondiale. Au Québec aussi, c'est quelque chose qui se passe. Ça. Il y a d'ailleurs beaucoup de gains qui vont être faits au Québec à partir des années 40 au niveau des salaires et au niveau des conditions de travail. Mais par contre, il y a une particularité au Québec, c'est que d'abord, on est pendant des dizaines, presque 20 ans sans discontinuer, on est sous un régime politique conservateur, le régime de Maurice Duplessis, qui va dominer la scène politique québécoise là, pendant plusieurs années. Et ce régime-là politique est très opposé à l'intervention de l'État dans la sphère sociale et notamment dans les services de santé. Et on a aussi des forces sociopolitiques au Québec qui sont bien mobilisées contre l'intervention de l'État en santé. Ces forces-là, ce sont justement les élites politiques, mais ce n'est pas juste Maurice Duplessis, parce que quand les rares moments où le Parti libéral va être au pouvoir là, au Québec, il ne fera pas grand-chose pour faire avancer l'intervention de l'État en santé pendant les années 40-50. Au Québec. Il y a l'Église qui est très opposée à l'intervention de l'État en santé parce que c'est l'Église qui a les services de santé. C'est l'Église qui gère, c'est les communautés religieuses qui gèrent les services de santé à l'époque.
Le milieu des affaires est fortement opposé aussi pour les raisons que j'ai exposées tantôt. Et il y a les médecins aussi qui sont fortement opposés à l'intervention de l'État en santé. Là, je vais peut-être juste dire un petit mot pour souligner que les médecins, dans les années 40, 50, bien, ce sont essentiellement des petits entrepreneurs qui gèrent leur propre clinique privée et qui vendent leurs services sur le marché privé de la santé. Donc, les médecins ont tendance à s'identifier un peu, si on veut, au milieu des affaires et on va avoir très peur de l'intervention de l'État en santé parce qu'ils vont avoir peur de perdre leur statut de classe, justement. Ils vont avoir peur de devenir de simples salariés de l'État. Donc, ils vont avoir peur de basculer du côté de la classe des travailleuses. Ils vont avoir peur que l'État contrôlent leurs pratiques, contrôlent leurs revenus et ils vont vouloir rester le plus possible autonomes. Bref, le résultat de ça, c'est que même si le rapport de force au Québec est aussi favorable que dans le reste du monde occidental, ou en tout cas comparable au reste de l'Amérique du Nord, bien, il y a un retard important du Québec dans la construction de son système public de santé. Donc, à cette époque-là, avant les années 60, les seuls services publics de santé qui existent, ce sont les services de santé publique, donc les unités sanitaires de comté là, qui servent essentiellement à la vaccination, puis à donner des notions d'hygiène aux classes populaires. Les services hospitaliers sont entre les mains des communautés religieuses, comme je l'ai dit. Les services médicaux sont entièrement privés. Les médecins, c'est des petits entrepreneurs, comme je le disais. Donc, il n'y a pas vraiment de système de santé, au sens où on est face, avant les années 60, à une offre de services qui est complètement désorganisée. Les services de santé ne sont pas organisés en fonction des besoins de la population. Les hôpitaux et les cliniques des médecins vont apparaître selon les initiatives privées des communautés religieuses et des médecins. Ça n'a aucune logique avec les besoins de la population et même au contraire, les médecins vont avoir tendance à ouvrir leurs cliniques dans les quartiers favorisés parce que c'est là qu'il y a des gens qui ont les moyens de payer pour les services. Donc, il va y avoir plein de déserts de services médicaux dans les communautés les plus défavorisées qui sont aussi les communautés avec les moins bonnes conditions de vie et donc les communautés avec les problèmes de santé les plus importants. Et donc, c'est dans ces quartiers-là ou dans ces régions-là où on a les plus grands besoins, qu'on a le moins accès aux services. Bon, justement, parlant d'accès aux services, ça ressemble à quoi l'accès aux services? Il y a essentiellement la loi de l'assistance publique de 1921 qui va couvrir les frais hospitaliers pour ce qu'on appelle à l'époque les indigentes et les indigents. Et c'est l'équivalent à peu près de l'aide sociale en termes de santé. Donc, l'accès gratuit aux hôpitaux est très, très restreint à juste une petite catégorie de la population la plus défavorisée. Et il y a une petite minorité de la population aussi qui a les moyens de se payer des assurances privées qui sont souvent incomplètes. Et l'accès pour tous les autres va dépendre essentiellement de la charité des médecins et de la charité des hôpitaux. Le résultat de ça, c'est un très mauvais accès aux services et aussi un endettement croissant des hôpitaux parce que les hôpitaux, ils voudraient bien faire payer les gens, mais les gens n'ont pas nécessairement les moyens de payer pour les services dans un contexte où la machinerie technologique pour les services hospitaliers coûte de plus en plus cher. Bref, on a un problème d'endettement pour les hôpitaux à cette époque-là. C'est dans ce contexte-là que vers la fin des années vers le début des années 60, on va commencer à penser à créer un réseau public. En fait, je dis ça, mais c'est pas vrai. Ça fait très longtemps qu'il y a des revendications de la part du mouvement syndical. Déjà au début des années 50, là, on revendiquait l'intervention de l'État, puis même au début du 20e siècle, là, pour ce qui est de la FTQ, il y avait des revendications d'intervention de l'État pour une assurance maladie publique, etc. Ça fait très longtemps que c'est revendiqué, mais à partir du début des années 60, ça va devenir incontournable. Là, je vais exposer, on va résoudre un peu un mystère, ce qu'on appelle le mystère québécois dans la littérature sur les services publics au Québec, puis qui est très bien illustré par le cas du système de santé. En fait, à la fin des années 50, à cause des facteurs que j'ai mentionnés tantôt, à la fin des années 50,
au Québec, on a un des États sociaux les plus retardataires en Amérique du Nord. L'État est presque pas intervenu dans le secteur de l'éducation, de la santé. Donc, il y a très peu de services publics qui existent. C'est essentiellement les communautés religieuses qui gèrent ça. Donc, à la fin des années 50, on est en retard sur à peu près toutes les juridictions en Amérique du Nord. Et à peine 10 ans plus tard, on se retrouve avec un des systèmes de santé les plus avant-gardistes en Occident. Et c'est vrai pour l'ensemble de nos services publics. C'est vrai aussi en éducation. Donc, en 10 ans à peine, on fait une espèce de bond de géant, puis on devient un modèle en Amérique du Nord de services publics. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il y ait un tel bond qui se produise? Il faut comprendre d'abord le contexte sociopolitique de la naissance du réseau public au Québec. Quand je parlais tantôt du rapport de force qui est de plus en plus favorable partout dans le monde occidental à partir de la Seconde Guerre mondiale, ce rapport de force favorable-là va culminer dans les années 60-70 un peu partout dans le monde occidental. Au Québec aussi, ça va être le cas. Ça va prendre la forme, par exemple, de la Révolution tranquille, dont on a entendu parler beaucoup. On présente la Révolution tranquille comme quelque chose de très particulier au Québec, mais en réalité, c'est un peu la manifestation québécoise d'un rapport de force qui se manifeste aussi ailleurs. C'est aussi l'époque de mai 68 en France, c'est l'époque des revendications pour les droits civiques aux États-Unis contre la guerre du Vietnam, etc. C'est aussi une époque au Québec de grèves, notamment de grèves de femmes, parce que ce sont des grèves dans le secteur public, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, de grèves très intenses à partir du début des années 60 et des grèves illégales très souvent qui vont mener au droit à la syndicalisation du secteur public, parce qu'au début des années 60, ce n'était pas permis. En faisant des grèves illégales, les travailleuses vont être capables d'arracher le droit de se syndiquer. Et ça va donner une impulsion sans précédent au mouvement syndical québécois, parce qu'en quelques années à peine, la totalité du secteur public québécois va se syndiquer. On va se retrouver avec des taux de syndicalisation énormes et une très grande force du mouvement syndical à ce moment-là, soudainement au Québec. Et donc, on se retrouve avec une combativité exceptionnelle des travailleuses et des travailleurs au Québec. Les jours de grève personne là, au Québec, là, dans les années 60-70, on est en avant d'à peu près tout le monde en Occident. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui se passe. À la même époque, il y a la fin du régime de Duplessis parce que Duplessis meurt en 1959 et la pression populaire en faveur d'une intervention massive de l'État en santé devient irrésistible à ce moment-là. Donc, en fait, peu importe le parti au pouvoir, à ce moment-là, c'était devenu impossible de ne pas faire ces réformes-là. Il faut savoir que ce n'est pas le Parti libéral qui a adopté l'assurance maladie. Au départ, c'est lui qui l'a adopté, mais c'est le Parti de l'Union nationale de Maurice Duplessis qui a déposé le projet de loi de l'assurance maladie au Québec. Donc, c'est pas le parti politique qui a fait la différence, c'est vraiment la combativité du mouvement syndical des travailleuses et des travailleurs à cette époque-là. On est aussi en lien avec ce contexte sociopolitique-là, dans un contexte idéologique qui est particulier au moment de la naissance du réseau public de santé au Québec. Ce rapport de force favorable-là, puis la combativité populaire, ça vient avec une capacité des idées socialistes, des idées socialisantes à se répandre dans la société à cette époque-là. On est aussi dans une période de radicalisation des revendications des syndicats, des mouvements populaires, y compris en matière de santé. Dans les années 60-70, on commence à revendiquer des choses qu'on n'aurait jamais revendiquées, qu'on ne revendiquait pas dans les années 50. On commence à revendiquer la socialisation complète de la médecine, on revendique la démocratisation de la gestion des services, on met de l'avant une conception de la santé. C'est justement à cette époque-là que la conception populaire de la santé va émerger dans les milieux syndicaux et populaires et on va la mettre de l'avant très fortement à cette époque-là. Donc, en gros, le mystère québécois, il s'explique par le fait que au Québec, les forces conservatrices dont j'ai parlé tantôt, donc l'Église, les capitalistes, les élites politiques, les médecins, ont réussi à retarder l'adoption
de nos services publics de santé ont réussi, contrairement à ailleurs où ces réformes-là ont été faites dans les années 40-50, quand le rapport de force était moins favorable aux travailleuses et aux travailleurs. Mais nous, ici, nos forces conservatrices ont été capables de retarder l'adoption de nos services publics de santé jusque dans les années 60-70. Et finalement, on a créé notre réseau public exactement au sommet, alors que le rapport de force favorable aux travailleuses culminait partout dans le monde occidental, y compris au Québec. Donc, c'est ce qui explique qu'on ait adopté un système de santé, un modèle qui est vraiment avant-gardiste, et c'est vrai aussi en éducation d'ailleurs. Donc, c'est quoi ce modèle-là avant-gardiste? Bien, ce modèle-là a été pensé par la commission Castonguay-Neveu, qui est une commission d'enquête très, très importante qui a eu lieu de 1967 à 1973. Cette commission d'enquête-là a donné produit un rapport phénoménal qui s'étire sur, je pense, 4 étagères de bibliothèque. C'est plusieurs volumes, plusieurs tomes. Le président de cette commission-là, c'était Claude Castonguay, qui est devenu ministre de la Santé en 1970. Et cette commission-là va, dans le fond, c'est elle qui va recommander l'adoption de l'assurance maladie, mais c'est elle aussi qui va recommander la création d'un système public de santé complet au Québec. Le ministre, Claude Castonguay, qui était président de cette commission-là, va devenir ministre de la Santé en 1970 et il va appliquer lui-même ses propres recommandations d'une certaine manière. Et les travaux de cette commission-là vont être fortement influencés par la conception populaire de la santé que j'ai présentée tantôt. Puis d'ailleurs, ça vaut la peine de dire que dans un mois, là, presque jour pour jour, ça va faire 50 ans exactement que notre réseau de la santé et des services sociaux a été créé. La loi a été adoptée le 24 décembre 1971, donc c'est une année anniversaire importante pour notre système public. Là, je parle des CLSC parce que moi, c'était mon sujet principal. J'en parle aussi beaucoup dans mon livre parce que, puis là, les CLSC, on peut se demander, mais pourquoi on parlerait des CLSC, cette espèce d'établissement qu'on ne sait plus trop ce qu'ils font. On va là pour se faire prendre des prises de sang, se faire des vaccins, mais à part de ça, aujourd'hui, les CLSC, ça ne représente plus grand-chose dans notre système de santé, ou en tout cas aux yeux de la population, on ne sait pas trop ce que c'est supposé faire. On n'a pas l'impression que c'est des établissements particulièrement importants. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il n'existe plus vraiment les CLSC aujourd'hui. Mais au départ, quand on a quand on a créé notre réseau public de santé et de services sociaux, les CLSC ont été créés en même temps d'abord. C'est des établissements qui ont été créés au même moment et qui étaient considérés par le ministre et par les réformateurs qui ont créé notre réseau, qui étaient considérés comme la clé de voûte du nouveau système public de santé qui était en train d'être mis en place. Donc, ces établissements-là, les CLSC, en fait, ce sont vraiment une grande originalité du système de santé québécois. Il y a une des personnes que j'ai eues en entretien là, pendant mes recherches sur ma thèse qui disait que c'était un projet socialiste dans une société capitaliste. Donc, c'est un modèle d'établissement qui existe nulle part ailleurs dans le système occidental, dans le monde occidental, et en fait, il existe des choses semblables dans les pays qui se prétendent communistes. Là. Dans les pays de l'ex-Union soviétique, là, il y avait des choses qui ressemblaient à ça. À Cuba, il y avait des choses qui ressemblaient à ça. En Chine. Mais dans le monde capitaliste, là, les CLSC, ça n'existait pas. Donc, c'est les établissements qui, au moment où ils ont été créés, qui incarnaient le mieux la conception populaire de la santé. Avec les CLSC, on voulait faire un réseau complet de cliniques publiques qui serait la porte d'entrée principale du nouveau réseau de la santé. Ça voulait dire qu'on remettait en question les cliniques privées de médecins. On remettait en question la médecine privée, puis on souhaitait que les médecins aillent pratiquer dans les CLSC où ils seraient employés par l'État, où ils seraient salariés comme les autres employés du réseau. Et donc, les CLSC deviendraient la porte d'entrée principale, mais non seulement pour les services médicaux,
mais aussi pour l'ensemble des services de santé et des services sociaux. Donc, ces établissements-là intégraient des services médicaux, donc des médecins, mais ils intégraient aussi des services sociaux et ils intégraient aussi de l'action communautaire. Donc, dans les CLSC, pour n'importe quel problème de santé ou problème social, on était supposé de pouvoir se présenter là et d'être capable d'être pris en charge par une équipe multidisciplinaire de médecins, d'infirmières, de travailleuses sociales, de psychologues, de nutritionnistes, d'ergothérapeutes. Donc, l'ensemble de l'équipe allait être là et allait pouvoir faire une prise en charge globale et sociale de nos problèmes de santé. Évidemment que ça vient avec cette conception populaire-là de la santé qui insiste sur les causes sociales de la maladie. Les CLSC aussi avaient une mission qui était axée sur la prévention et sur ce qu'on appelait l'action communautaire. Ça, c'est quoi l'action communautaire? C'est, en gros, une forme d'intervention sociale qui vise à susciter des actions collectives sur les causes sociales de la maladie. Donc, les organisatrices et les organisateurs communautaires, ça, c'était les professionnels qui faisaient ce travail-là, leur travail, c'était de mobiliser les communautés pour s'organiser, pour faire face à des enjeux sociopolitiques liés à la santé. Par exemple, dans un quartier en particulier ou dans une ville, il y a une grande entreprise multinationale qui pollue le lac au mercure. Donc là, dans cette communauté-là, il y a les CLSC, les organisateurs communautaires du CLSC ont mobilisé les citoyennes et les citoyens pour se mobiliser contre la pollution du lac au mercure par cette grande entreprise-là. Donc, le CLSC était vraiment impliqué dans la mobilisation des citoyennes et des citoyens sur toutes sortes d'enjeux comme la santé et sécurité au travail, l'aménagement urbain, la pollution, évidemment, la question des logements sociaux. Les CLSC ont joué un rôle aussi dans le développement des garderies. Donc, il y a toute une action collective qui était faite sur les causes sociales de la maladie. Et une autre originalité de ce modèle-là, c'était que les CLSC étaient gérés de manière démocratique. Donc, les CLSC, au départ, on était supposé en avoir un peu partout sur le territoire. Dans chaque CLSC était géré par un conseil d'administration sur lequel la presque majorité des représentants étaient des citoyennes et des citoyens, des usagères et des usagers du CLSC. Il y avait aussi des travailleuses et des travailleurs du CLSC qui étaient représentés. Donc, en fait, sur le terrain, très souvent, on s'est arrangé pour que ce soit la majorité des citoyennes et des citoyens qui soient sur les conseils d'administration. Pendant les années 70, là, on est allé très loin là, dans la gestion démocratique. Il y a même des CLSC qui ne suivaient pas ce qui était prévu dans la loi puis qui décidaient de gérer en co-gestion ou en autogestion les CLSC. Donc, ça allait assez loin là, dans certains cas. Donc, on a mis en place comme ça un réseau public de santé et de services sociaux qui était assez innovant au Québec, qui allait assez loin et qui était public. Mais à partir des années 70-80, il va y avoir une contre-offensive capitaliste qui ne concerne pas seulement les services de santé, mais qui va avoir un impact majeur sur nos services de santé au Québec. Donc, quand je parle de contre-offensive capitaliste, je veux évidemment parler d'une contre-offensive organisée par les capitalistes, donc par le milieu des affaires. Cette contre-offensive-là ne concerne pas uniquement le Québec. C'est une contre-offensive qui va se déployer dans tous les pays, qui va prendre différentes formes d'un pays à l'autre, mais qui va avoir lieu dans tous les pays occidentaux et même ailleurs probablement, à partir du début des années 70. Donc, les capitalistes vont s'organiser. On va voir renaître ou naître plein d'organisations pour représenter les intérêts des capitalistes. Par exemple, ici au Québec, le Conseil du patronat est né à la fin des années 60. La Chambre de commerce, la Fédération des chambres de commerce remobilise ses membres. Il y a des think tanks qui sont créés. Donc, on s'organise et l'objectif central, c'est de renverser le rapport de force qui est jugé trop favorable aux travailleuses et aux travailleurs. Il y a deux grandes catégories de motivation à cette contre-offensive-là. Il y a d'abord des motivations économiques.
On est à la fin des années 60, au début des années 70, on est face à ce qu'on appelle la fin des 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, c'est quoi? Ce sont 30 années de croissance économique exceptionnelle qui ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Donc, la Seconde Guerre mondiale a été suivie de 30 ans de croissance économique exceptionnelle, ce qui permettait aux capitalistes de continuer à empocher des profits tout en faisant des concessions aux travailleuses et aux travailleurs. Mais là, à partir de la fin des années 60, du début des années 70, on est dans la fin des 30 glorieuses, donc il y a un resserrement économique qui se passe. On entre en récession, même en stagflation, donc il y a plein de problèmes économiques qui surgissent. Et ça va avoir pour conséquence une baisse des taux de profit des capitalistes qui ne seront plus prêts à faire les concessions qu'ils étaient prêts à faire auparavant. Quand le gâteau grossit, on peut en donner aux autres sans se priver soi-même, mais là, quand on est face à un gâteau qui rapetisse, on va résister plus farouchement quand vient le temps de partager les ressources. Donc, les capitalistes ne sont plus prêts à payer pour les services publics parce que leurs taux de profit sont en baisse. Et il y a aussi des motivations politiques à cette offensive-là des capitalistes. On a vu que les années 60-70, c'est une période de très grande radicalisation, mobilisation, combativité des travailleuses et des travailleurs. Il y a vraiment des vagues de contestation sociale un peu partout dans le monde occidental. Et ça inquiète les capitalistes, ça inquiète les élites politiques qui vont même aller jusqu'à craindre pour la survie du système capitaliste, à tort ou à raison, mais on a réellement peur d'un renversement du système capitaliste. Il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque où on avait encore l'Union soviétique qui était là, qui même si on peut être critique de ce régime-là, il existait quand même une alternative au capitalisme réel, si on veut. Donc, les capitalistes avaient peur pour la survie du système. Et en plus, cette combativité-là des travailleuses et des travailleurs pendant les années 60-70, ça empêchait les capitalistes de faire porter le poids du ralentissement économique aux travailleuses et aux travailleurs. Donc, on n'était pas capable d'imposer des reculs de salaire, des reculs de conditions de travail aussi importantes qu'on aurait eu besoin de le faire pour pouvoir maintenir les taux de profit. Donc, c'est pour ces raisons-là que les capitalistes vont mener leur offensive. La forme, cette offensive-là va prendre plusieurs formes au Québec, va prendre différentes formes dans différents pays. Au Québec, ça va prendre plusieurs formes particulières, des formes qui se retrouvent aussi ailleurs. Donc, ça va prendre la forme d'abord d'une offensive contre les dépenses sociales de l'État, donc une offensive contre le fait que l'État investisse dans les services publics, dans les services sociaux et notamment dans les services de santé. Au Québec, le milieu des affaires va particulièrement se positionner pour une réduction des dépenses du ministère des Affaires sociales à l'époque, donc du ministère de la Santé et des Services sociaux. On cible particulièrement ces dépenses-là. Les milieux d'affaires vont aussi mener une offensive contre les droits syndicaux pendant ces années-là, et en particulier contre les droits syndicaux du secteur public, des employés du secteur public. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les employés du secteur public, ce sont la locomotive des salariés, c'est-à-dire que leur combativité est tellement grande qu'ils ont réussi à gagner des hausses de salaire qui influencent les salaires même dans le secteur privé. Et ça, le Conseil du patronat n'est pas tellement content qu'on ait toute une catégorie importante de travailleuses et de travailleurs dans le secteur public qui donne le mauvais exemple d'être combatif et de faire des gains salariaux importants. Donc, on va faire une offensive contre les droits syndicaux, notamment contre le droit de grève dans le secteur public. Une offensive aussi contre la participation populaire dans les établissements publics, donc contre la démocratisation, parce que ce dont j'ai parlé pour les CLSC tantôt, la gestion démocratique des établissements publics, c'est vrai dans les CLSC, mais c'est vrai dans les hôpitaux aussi, dans une moindre mesure, c'est vrai dans les cégeps. Donc, il y a une participation citoyenne à la gestion des établissements publics. Ça ne fait pas l'affaire des milieux d'affaires parce qu'ils voient là-dedans un lieu d'organisation et de contestation sociale,
avec raison. Avec raison, c'est vrai que en étant impliqués dans la gestion de leurs services publics, les citoyennes et les citoyens sont capables de se mobiliser pour empêcher les coupes budgétaires, sont capables de se mobiliser pour porter des revendications. Donc, ça ne fait pas l'affaire du milieu des affaires. Et une offensive générale contre la contestation sociale là, qui est liée à ce que je viens juste de dire là, précédemment. Et un effet collatéral de ça, c'est un abandon rapide du projet initial des CLSC. Pas parce que le milieu des affaires n'a pas fait une offensive spécifique contre les CLSC, bien qu'il n'a jamais été tellement sympathique à ce modèle-là, mais l'offensive que je viens de décrire, à tous les niveaux, ça affecte les CLSC indirectement. Donc, au niveau du financement, au niveau des droits syndicaux puis de la capacité à s'organiser, au niveau de la participation populaire dans les établissements publics. Donc, l'État va avoir beaucoup de pression pour revoir le modèle des CLSC. Aussi parce que les CLSC sont très dérangeants à l'époque. Hein, quand je disais que les organisatrices et les organisateurs communautaires mobilisent les quartiers contre la pollution par les entreprises multinationales ou pour la santé et sécurité au travail, bien ça dérange évidemment les milieux d'affaires et c'est une des motivations aussi qui va faire qu'on va abandonner rapidement ce modèle-là des CLSC. On va le modifier pour le rendre inoffensif, ce qu'on va plus ou moins réussir à faire jusqu'à ce qu'on décide réellement de s'en débarrasser presque complètement. Là, je ne sais pas, il est quelle heure, je vais juste m'assurer que... y est-tu 1h moins 5? On a commencé à quelle heure? Vers 12h05 à peu près. OK, fait que là, il me resterait comme vraiment pas beaucoup de temps, hein? Ben, écoute, effectivement, l'activité finit à 12h30, période de questions quand même. Fait que... OK. Ben, d'abord, je vais passer sur le rôle de l'État dans cette offensive-là. Je vais juste dire rapidement que l'État a soutenu les milieux d'affaires dans cette offensive-là. L'État n'est pas une victime de cette offensive-là. Il a soutenu activement, au contraire, cette offensive-là par plusieurs lois, plusieurs décisions, peu importe le parti au pouvoir. Et il y a des raisons aussi qui expliquent ce soutien-là de l'État sur lesquelles je ne pourrais pas m'attarder malheureusement aujourd'hui. On pourra peut-être en discuter dans les questions tantôt. Donc, cette offensive capitaliste-là des années 70-80 va conduire au virage néolibéral qui se produit vers le début des années 80 et qui va avoir évidemment des impacts importants sur notre réseau de la santé et des services sociaux. Peut-être juste préciser que pour moi, le néolibéralisme, ce n'est pas juste une idéologie, ce n'est pas juste le résultat d'un aveuglement idéologique des dirigeants politiques, c'est vraiment un ensemble de politiques délibérées qui visent à transférer des richesses et du pouvoir vers la classe capitaliste. Et on peut l'observer là, quand on fait l'analyse historique, c'est vraiment le résultat des pressions politiques et idéologiques exercées par cette classe-là. Le virage a été permis par un rapport de force qui était favorable aux capitalistes et il renforce ce rapport de force-là favorable. Donc, on est depuis 40 ans dans un contexte où ce sont les capitalistes qui ont encore plus que jamais le gros bout du bâton, si on peut dire. Donc, on se retrouve avec des politiques publiques qui correspondent beaucoup plus à leurs intérêts, à leur vision, à leur conception de la santé que ce qu'on a eu dans les années 70. Je vais passer là-dessus rapidement, là, les grandes réformes en santé, peu importe les réformes, juste peut-être retenir que le PQ et le Parti québécois et le Parti libéral du Québec ont tous les deux joué un rôle important dans ce virage-là. Il y a une grande continuité, en fait, dans les réformes qui ont lieu depuis le milieu des années 90 et même avant ça. En santé et services sociaux, ce virage néolibéral-là a pris, disons, 3 grandes formes principales. D'abord, un sous-investissement chronique, des vagues d'austérité, des vagues de coupes budgétaires. Ça, c'est le premier élément. Donc, on coupe le robinet financier. Le deuxième, c'est la deuxième forme du néolibéralisme, ce sont les privatisations en santé et services sociaux. Et finalement, la troisième forme, c'est l'imposition de la nouvelle gestion publique. Donc, on va voir qu'essentiellement,
ce qu'on vit depuis 40 ans, c'est l'application de la conception prédominante de la santé, de la conception capitaliste de la santé et la réalisation des intérêts, en fait, de cette classe-là dans le domaine de la santé et des services sociaux. Donc, au niveau du sous-financement, ben, je pense que je n'ai pas besoin d'élaborer là-dessus, là. Peut-être juste dire qu'on peut le chiffrer, ce sous-financement-là, puis depuis le début des années 2000, cumulativement, là, on atteint un 12 milliards au moins qui manque, qui n'a pas été investi dans le réseau puis qui aurait dû être investi juste pour qu'on maintienne le niveau de service qu'on avait au début des années 2000. Et la santé publique a particulièrement souffert des coupes, notamment en 2015. Là, il y a 30 des budgets des directions régionales de santé publique qui ont été coupés en même temps que la réforme Barrette. Je tiens à dire que la pandémie, là, on aurait eu besoin de ce 30 %-là de budget qui a été coupé là, pendant la pandémie. La santé publique, elle avait un rôle important à jouer, hein, on le sait maintenant. Au niveau de la privatisation des services, une chose importante à dire, c'est que cette privatisation-là ne se fait pas de manière très ouverte en général, va se faire de manière détournée parce qu'au Québec et au Canada en général, on tient à nos services publics de santé. Donc, ça va se faire de manière déguisée par des partenariats publics-privés, par de la sous-traitance, par le recours aux agences privées de placement, par la privatisation des services à domicile par le biais de l'économie sociale en partie ou par le biais aussi de la privatisation des services d'hébergement. Ça se fait principalement par le fait qu'on ne répond pas aux besoins et là, il y a des grandes entreprises qui peuvent offrir des services qui ne sont pas comblés par le réseau public. Donc, la privatisation va se faire de manière insidieuse. Et la nouvelle gestion publique, ben, c'est essentiellement la nouvelle gestion publique, si on veut la résumer en quelques mots, c'est ben, est-ce qu'on ne peut pas privatiser des services publics? On va le gérer comme une entreprise privée. Donc, on va passer d'une gestion décentralisée et démocratique, hein, ce qu'on avait créé au début des années 70, à une gestion de plus en plus centralisée, de plus en plus bureaucratisée et autoritaire. Ça va se manifester concrètement par une vague de fusion d'établissements. On est passé de plusieurs centaines d'établissements CLSC, CHSLD, hôpitaux à 95 en 2003 et à 27, je crois, 22 en 2015. Donc, fusion d'établissements. On applique des méthodes de gestion industrielle en santé et services sociaux. Donc, on va minuter les interventions des travailleuses sociales, la gestion lean qu'on appelle. Ça vient aussi, cette méthode de la nouvelle gestion publique avec la tarification de certains services. Dans cette perspective-là, l'objectif prioritaire, ce n'est pas de répondre aux besoins, c'est plutôt de réduire les coûts à tout prix. Et ben, les conséquences de ça, on les a vues en fait pendant la pandémie, là, plus que jamais. Les conséquences de ça, ben, c'est une dégradation des conditions de travail dans le réseau, ce qui va provoquer des pénuries de personnel parce que les gens fuient un réseau dans lequel c'est devenu insoutenable de travailler. Ça vient, ça, avec aussi une dégradation de la qualité des services et de l'accès aux services. Une inefficacité grandissante au niveau de la gestion parce que les établissements sont rendus tellement bureaucratisés, tellement énormes que la tête ne parle plus au plancher, puis les gens qui sauraient quelle décision prendre, les gens sur le terrain qui savent ce qu'il faut faire, n'ont pas le pouvoir de prendre les décisions, puis sont incapables de communiquer de manière efficace avec les gens en haut de la pyramide qui, eux, ont le pouvoir de prendre les décisions, mais qui ne voient pas du tout ce qui se passe sur le plancher. Donc, ça ne fonctionne pas du tout. Et bien, en bout de ligne, on se retrouve avec une fragilisation extrême du réseau. Là, ici, j'ai mis une petite citation d'une travailleuse sociale qui m'a dit un jour on fait face à une crise sanitaire majeure avec un réseau qui est lui-même en crise. Puis ben là, on a aussi une autre crise sanitaire qui nous pend au bout du nez avec la crise climatique qui s'en vient. Là. Cette crise climatique-là, l'Organisation mondiale de la santé considère que c'est la plus grande menace à la santé humaine au 21e siècle. Puis ce qu'on a vécu pendant la pandémie, bien, ça nous montre qu'on n'est pas du tout prêt à faire face aux conséquences pour la santé de la crise climatique qui s'en vient. Donc ben là, ce n'est pas très positif comme finale, mais peut-être que dans la discussion, on va pouvoir se remonter le moral un petit peu.
Merci beaucoup, Anne, pour ce portrait-là que tu nous as fait avec brio. Ça donne quand même un peu froid dans le dos de voir jusqu'à quel point toutes les offensives néolibérales ben, ont fragilisé le système jusqu'à amener au système qu'on connaît aujourd'hui. Euh, Rendu à ce moment-là, je vais peut-être mettre un terme à notre enregistrement pour qu'on puisse garder la période des questions pour nous. Puis on va pouvoir poursuivre. Alors, je vais juste arrêter ça tout de suite. Hein? Arrêter l'enregistrement. Voilà.